Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. La notion de métaphore renferme elle-même une métaphore. Le mot vient du grec métaphora, qui signifie transport, du verbe fero, porter, avec le préfixe méta, qui signifie au-delà. Même chose en latin, où pour dire métaphore, on utilise le mot translatio, qui en est l'équivalent sémantique. La définition de métaphore, nous la connaissons, est donnée par Aristote dans la Poétique. La métaphore, écrit-il, est le transport à une chose d'un mot qui en désigne une autre. Or, au sens propre, un mot n'est pas susceptible d'être transporté. Un mot est un incorporel qui ne peut pas être touché ni donc déplacé. Voilà qu'Aristote fait un usage métaphorique du verbe transporter. Mais une autre facette à mettre en évidence, s'il est possible d'utiliser le verbe transporter à propos des mots, c'est parce que les mots sont envisagés comme des objets qui, en tant que tels, ont un corps et une place, d'où ils peuvent être déplacés et que la signification elle-même est représentée comme en lieu, en champ. La notion de métaphore constitue donc à son tour une métaphore à la fois spatiale et ontologique. Quand on dit métaphore spatiale, on entend une expression dans laquelle l'espace constitue une ressource signifiante, un ensemble d'idées avec lesquelles comparer ce qui est référé. Mais comme nous venons de le voir, dire qu'un mot est transporté à une autre signification constitue en même temps une métaphore ontologique. Elle implique une réification, c'est-à-dire l'opération qui consiste à transformer une abstraction en un objet concret. Utiliser des métaphores ontologiques nous permet d'assigner des limites au concept, d'en faire des entités discrètes que nous pouvons manier. Une idée m'a traversé l'esprit est un exemple de métaphore à la fois spatiale et ontologique. Même chose pour l'expression en l'espace de quelques mois. Le langage moderne du droit est riche en métaphores spatiales et ontologiques. On parle par exemple de legal transplant, la transplantation juridique, ou de la circulation des modèles juridiques. Cela s'avère notamment dans le champ du droit comparé, qui, s'intéressant à des systèmes juridiques divers, inclut structurellement une dimension géographique, d'où un langage qui sollicite les métaphores spatiales. Les juristes romains aussi ont eu recours à des métaphores spatiales et ontologiques, bien que leurs troupes soient les vecteurs d'idées quelque peu différentes de celles des modernes. Aujourd'hui, je vous présenterai d'abord une métaphore spatiale et ontologique que les juristes eux-mêmes ont ressentie comme telle. Donc, c'est une métaphore dont ils étaient conscients. Puis, j'explorerai un niveau plus profond, moins visible du langage juridique, où les métaphores deviennent encore plus inséparables et nécessaires à l'expression des idées. Mon cours tournera ainsi autour de deux textes. Le texte par lequel je commence est assez bien connu. Il porte sur la notion de conventio, c'est un mot que vous allez entendre plusieurs fois, conventio, non pas que ce texte ait été étudié du point de vue de la métaphore, qui est le nôtre, mais il a été utilisé au cours des siècles comme point de référence pour comprendre l'idée même de contrat. Avant de le commenter, révisons la définition du contrat proposée par le Code civil français d'après l'ordonnance de 2016.
Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'offre se définit plus précisément comme une proposition de contracter suffisamment ferme et précise pour que son acceptation suffise à former le contrat. Les volontés des parties, qui forment le consentement indispensable à la conclusion d'un contrat, accord de volonté, doivent donc non seulement s'exprimer, mais également se rencontrer. Voilà la définition du Code civil. Alors, à ce stade, la question habituelle s'impose, d'où vient le droit? En l'occurrence, ces normes du Code civil. Oui, bien sûr, elles viennent de l'ordonnance de 2016, mais où les rédacteurs de l'ordonnance ont-ils tiré cette idée du contrat en tant qu'accord de volonté résultant de la rencontre d'offres et d'acceptation? Alors, disons que cette notion cristallise l'idée de contrat retenue par la doctrine élaborée par les tribunaux dans les dernières décennies. Mais la question n'est fait que se déplacer une fois plus. Comment les juristes et les juges modernes ont-ils été amenés à formuler cette notion? Nous allons tenter d'y répondre le long du chemin. Merci de bien vouloir garder ces deux articles à l'esprit. Venons-en au droit romain. Nous savons désormais le droit romain tel que nous le connaissons se trouve dans les livres des juristes, c'est-à-dire il se présente sous la forme d'une mosaïque d'idées, de propos exprimés par des intellectuels qui n'avaient pas de relations organiques avec le pouvoir politique, donc ils n'étaient pas des législateurs. Ils élaboraient le droit au quotidien grâce à la compétence qui leur était reconnue par leurs concitoyennes, autorité épistémique, tout en restant évidemment dans les limites marquées par les lois et les normes de différents types qui étaient en vigueur. Donc, leur élaboration du droit n'était pas complètement libre dans le cadre des normes existantes. Alors, ce que nous allons lire, ce texte que nous allons décortiquer, n'est donc pas une norme comme le sont en revanche celles du Code civil que nous venons de lire. Il s'agit de la réflexion d'un juriste, donc d'un particulier, d'un intellectuel, qu'il a écrite dans l'un de ses ouvrages qui a ensuite été utilisé par Justinien dans les digestes. Puisque le digeste n'est autre chose qu'une anthologie de la littérature juridique latine. Le juriste en question est Ulpien, et le passage est tiré de son commentaire de l'édit, rédigé entre 210 et 220 après Jésus-Christ environ, donc début du IIIe siècle après Jésus-Christ. L'édit, dont il est question ici, est le texte très articulé, disons conséquent, que le prêteur expose à son entrée en fonction et dans lequel le prêteur annonce les voies de droit et les actions qu'il accordera à ceux qui sont en conflit avec un autre particulier. Dans ce cas, Ulpien s'attaque à la clause de l'édit que vous voyez ici et que j'ai écrite en petites majuscules, afin que vous puissiez avoir bien présent qu'il s'agit des mots du prêteur. Les pactes convenus, lorsqu'ils ont été passés, sans dol et lorsqu'ils ne violent pas les lois, les plébiscites, les décrets du Sénat ou les édits des princes,
et s'il n'y a pas d'intention de contourner frauduleusement les effets de ces normes, je leur accorderai protection. Donc, pour résumer, les pactes convenus, je leur accorderai protection. Donc, vous voyez que c'est une promesse de protection annoncée par le prêteur dans son édit au moment de l'entrée en fonction, qui durait normalement 1 an. Par cette clause, il s'engageait à sauvegarder les pactes pourvu qu'ils ne violassent pas, comme il est détaillé, la bonne foi, ni les lois, les plébiscites, les senatus consultes, les constitutions impériales. Il s'agit de la clause qui a donné lieu au fameux principe, on pourrait la résumer comme ça, pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, qui a traversé les siècles et qui représente, par exemple, la devise du droit international contemporain. Il s'agit cependant d'une clause dont le fonctionnement en droit romain est un peu moins simple qu'il n'y paraît. Malgré sa portée apparemment très générale, je leur accorderai protection, le prêteur ne promet pas d'action pour garantir l'exécution de tous ces pactes. Cela n'implique pas d'ailleurs qu'ils étaient dépourvus de toute valeur. Donc, ce n'était pas une protection généralisée, mais quand même. Si les pactes ne pouvaient pas servir d'épée, ils pouvaient servir de bouclier. Le prêteur consentait au défendeur, dans un procès, de s'opposer au succès d'une action adverse au moyen d'une exception, l'exceptio pacti. Donc, l'outil dont se servait le prêteur pour appliquer, rendre, mettre en œuvre sa promesse était l'exceptio pacti. Par exemple, un créancier s'engage à ne pas exiger de son débiteur qu'il s'acquitte de son obligation, pour toujours ou pour une période donnée. Si ensuite ce créancier, en dépit du pacte qui a été passé, demande le paiement, le débiteur peut contrer l'action du créancier grâce justement à l'exceptio pacti accordé par les prêteurs à l'application de son édit. Exception fondée sur le fait qu'un pacte avait été passé entre lui et le créancier de ne pas demander les paiements. Donc, quand je vous ai dit cela ne sert pas d'épée mais des boucliers, l'exceptio, c'est les boucliers qu'on oppose à une action adverse. Il s'agit donc d'une défense. C'est dans ces limites que fonctionne la clause de l'édit, mais sa portée est loin d'être négligeable. Sans cette clause du prêteur, un accord informel entre les deux parties n'aurait eu aucune valeur, étant donné qu'à Rome, le principe de la typicité contractuelle était en vigueur, c'est-à-dire que seuls certains types d'accords prédéterminés produisaient des effets juridiques, typicité contractuelle. Les pactes informels en étaient exclus. La clause de l'édit constitue donc une étape encore partielle, mais importante, vers l'idée moderne, selon laquelle tout accord, formel ou informel, doit en principe avoir une valeur juridique. Les juristes romains, lorsqu'ils se penchaient sur cette clause, étaient conscients de l'enjeu, c'est-à-dire du potentiel, dirais-je, qui lui était inhérent. Il n'est donc pas surprenant que leurs commentaires prêtent à cette clause beaucoup d'attention. Et c'est ce que fait Ulpien. Il faut d'abord dire que les juristes, lorsqu'ils ont réfléchi sur l'édit, l'ont fait avec un soin particulier, mot à mot,
avec délicatesse et une extrême réceptivité. Ulpien commence donc par les mots pacta conventa, donc vous voyez mot à mot, il commence par les premiers mots, pacta conventa, qui signifie pacte convenu, pactes qui ont été passés. Conventa est le participe passé du verbe convenire. Le participe conventa, donc c'est presque une endiadis, pacte convenu du verbe convenire, et donc, au vu de ce participe venant du verbe convenire, Ulpien, par association, sort le mot conventio, qui n'était pas dans le texte, mais Ulpien prend comme point de départ pour sa réflexion le mot conventio. Et voici comment il définit ce mot. C'est un passage assez difficile de traduire car il mélange logique et imagination. Le mot convention est général, dit Ulpien, c'est référent à tout ce sur quoi ceux qui négocient consentent. À tout ce sur quoi ceux qui négocient consentent. En ce qui concerne la création ou l'extension d'une relation. Car de même qu'on utilise le mot convenir pour indiquer le fait de ceux qui, partis de divers endroits, se réunissent et viennent dans le même lieu, de même, on l'emploie pour désigner le fait de ceux qui, partant de différents mouvements de l'esprit, consentent sur la même chose, c'est-à-dire descendent, aboutissent à la même opinion. Alors, comme je viens de le dire, Ulpien est en train non pas de commenter directement le mot de l'édit, mais le mot conventio, qu'il a tiré comme implicite dans la locution pacta conventa. Il commence par établir que le mot conventio est un mot général. Alors, général, ce terme nous dit qu'Ulpien considère la notion de conventio comme un genre, du point de vue logique. C'est une classe qui contient plusieurs phénomènes possédant des propriétés communes. En l'occurrence, nous dit Ulpien, conventio est la classe, le genre, qui englobe tous les cas où deux ou plusieurs personnes consentent, si leur consentement porte sur la création ou l'extension d'une obligation, d'un rapport. Alors, aujourd'hui, nous dirions que la conventio, ou peut-être le contrat, est tout accord constituant ou éteignant une obligation. C'est ce que dit en effet l'article qui définit le contrat. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Alors, sur le plan du contenu, donc les flèches indiquent les points de contact qui sont, moi, je dirais, sont fondamentaux. Sur le plan du contenu, la définition proposée par Ulpien coïncide avec celle du Code civil après la réforme de 2016, où devrions-nous retourner plutôt le point de vue, le Code civil a repris la définition d'Ulpien. Avec ce résultat que la réforme de 2016, comme vous voyez, tout comme Ulpien par ailleurs, a limité la notion de contrat au seul accord productif d'obligation. Non, par exemple, à l'accord productif des faits réels. Une limitation qui n'est pas sans susciter des discussions, mais qui découle de cet emprunt. Ils ont, disons, repris
presque mot par mot la définition d'Ulpien, qui, elle, portait seulement sur les obligations. Alors, des effets de la convention, du contrat, passons maintenant, donc effet obligatoire, production d'obligations, passons maintenant à l'aspect structurel. Sur ce plan, la métaphore est évidente. Elle sert à rendre tangible ce qui ne l'est pas du tout, c'est-à-dire l'accord, qui est un phénomène de l'esprit. Donc, on ne peut pas voir l'accord, mais il faut, d'une certaine façon, le saisir. Donc, il y a cet effort métaphorique pour rendre visible ce phénomène interne. C'est ce que fait Ulpien, mais il faut le dire tout de suite, Ulpien, ceci faisant, ne crée pas la métaphore. Il n'est pas en train de créer une métaphore, il ne fait que l'éveiller. En ce sens que le mot conventio, qui est l'objet de son commentaire, est d'effet déjà la lexicalisation du métaphore. La lexicalisation se produit quand un mot nouveau est connu, reconnu dans une langue par ses locuteurs avec un sens bien déterminé. On oublie donc son origine, par exemple métaphorique ou étrangère, et on utilise le mot dans un sens précis et stable. Donc le mot conventio en latin, au moment où Ulpien est en train de le commenter, était déjà lexicalisé. Donc il avait déjà un sens très précis, un sens juridique, si vous voulez, très précis. Donc Ulpien ne fait que parcourir le processus à l'envers en remettant au jour la métaphore que les Romains n'entendaient généralement plus et que nous ne percevons pas non plus quand nous disons convenir de quelque chose. Donc nous utilisons cette expression sans ressentir le fond métaphorique qui l'anime. Donc c'est une lexicalisation pour nous aussi. Alors, pour réveiller la métaphore dormante et la remettre en lumière, Ulpien fait une sorte de travail étymologique autour du double sens de convenire, le sens littéral, primaire, celui du déplacement, et le sens secondaire, celui justement de l'accord. Au niveau primaire, déplacement, Ulpien explique que convenire se dit des individus qui partent de lieux différents et se rencontrent en un point. Car de même qu'on utilise le mot convenir pour indiquer le fait de ceux qui, partis de divers endroits, se réunissent et viennent dans le même lieu, permet de souligner, comme je l'ai mis ici alors, donc il y a convenire, vous voyez, convenire, où il y a le verbe venire, donc venir, avec le préfixe cum, qui indique une action, disons, collective. Ensuite, il explique, et pour expliquer, il utilise le verbe veniunt, deuxième partie du mot convenire, et pour expliquer la première partie, cum, il utilise un verbe, lui également, a comme préfixe cum, le verbe colliguntur, qui signifie se réunissent. Donc, il explique le verbe convenir par deux verbes, se réunir et venir dans le même lieu. Donc, il est en train d'expliquer, étymologiquement, sémantiquement, le verbe convenire. Ça, c'est sa signification primaire. Donc, on a fait l'analyse, on voit très bien que c'est vraiment sa signification propre. En donnant cette explication, Ulpien réactive au passage d'autres métaphores.
Après avoir expliqué le niveau primaire, il passe au niveau métaphorique et il ajoute, de même qu'on utilise le mot convenir pour indiquer le fait de ceux qui se réunissent et viennent dans le même lieu, de même on l'emploie pour désigner le fait de ceux qui, partant des différents mouvements de l'esprit, consentent sur la même chose, c'est-à-dire descendent, decorrere, aboutissent à la même opinion. Donc c'est l'explication de la métaphore, de la signification secondaire. En donnant cette explication, Ulpien réactive au passage d'autres métaphores. Il insiste, comme je viens de le dire, sur le préfixe cum. Vous voyez combien de verbes dans ce passage commencent par ce préfixe d'une action collective qui réunit deux ou plusieurs personnes. Dans l'article du Code civil, deux ou plusieurs personnes, c'est l'accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, cela est dit par le préfixe cum. Et comme il s'agit d'une image de mouvement, il parle de mouvement de l'esprit, motus animi, mouvement de l'esprit, vous voyez que c'est dynamique, et il utilise souvent le couple ex, in, vous voyez. Donc, il y a le mouvement à partir d'un lieu, ex, mouvement vers un lieu, in. Il utilise le verbe decorrere, qui indique le fait de se déplacer en courant vers un endroit, et ici, il y a le préfixe decurrunt, qui indique non pas tant l'idée de quelque chose qui se fait ensemble, mais un mouvement d'un lieu, disons, situé plus haut vers un endroit situé en bas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une négociation, et dans une négociation, chacun doit rabaisser un peu ses attentes pour arriver dans le même lieu. Alors, cet endroit vers lequel les contractants se dirigent et se rencontrent est la sententia. Vous voyez, in unum consentiunt, consentir, consentement. Mais il explique, id est, in unam sententiam decurrunt. Ils aboutissent à au même sentiment, la même opinion. Donc vous voyez, ici également, il y a ce mouvement d'explication, c'est-à-dire, c'est comme si un mot était une boîte d'où on faisait sortir plusieurs mots pour mieux l'expliquer. Expliquer, c'est vraiment quelque chose qu'on déplie. Il y a un déploiement, si on peut dire comme ça. Alors, derrière cette dernière explication, in unam sententiam decurrunt, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'il se cache l'allusion à une pratique bien connue, à savoir la manière dont les sénateurs romains votaient. Alors, les lecteurs d'Ulpien pensent spontanément au déroulement d'un débat au Sénat. Faisons-le nous aussi, si vous êtes d'accord. Le magistrat qui dirige les débats en Sénat expose la question sur laquelle il consulte les sénateurs. Puis, il sollicite leur avis individuellement et la locution qu'on utilisait était « rogare aliquem sententiam ». C'est quelque chose que tous les Italiens ont appris au lycée, parce qu'il y a un double accusatif. Rogare aliquem sententiam. Ce n'est pas demander à quelqu'un, c'est comme dire demander à quelqu'un son opinion. Donc, double accusatif. Rogare sententiam. Vous voyez, c'est le mot qu'on retrouve ici. Selon un ordre strictement, donc cette interrogation suivait un ordre strictement déterminé, par le rang des sénateurs, c'est-à-dire
un rang déterminé par la magistrature qu'ils ont exercée, commençant de la plus haute à la moindre. Ce vote sur l'opinion ne se faisait pas oralement ou par bulletin secret, mais justement par déplacement. Par déplacement. Les sénateurs se déplacent d'un côté de l'autre de la salle, se rapprochant de celui qui a prononcé l'avis qu'ils partagent, ce qui se dit discedere, littéralement marcher dans des directions différentes. Ulpien utilise en revanche decorrere. Nous avons vu pourquoi. À la conclusion du débat, le magistrat vérifie quel avis a rassemblé, moi je dirais vraiment physiquement, a rassemblé les plus de sénateurs autour de lui et considère cet avis comme approuvé. C'est ce qu'on appelle in sententiam pedibus ire, aller à pied dans la vie, voter avec leurs pieds. C'est à cela qu'Ulpien en train de penser et il invite implicitement ses lecteurs à y penser. Alors, nous avons compris qu'Ulpien n'a pas créé la métaphore de la conventio, mais il a montré que sous les mots techniques, comme conventio, convenire, il y a souvent des images. Et l'image est celle du mouvement qui sert à donner en quelque sorte des jambes aux idées et à exprimer un phénomène que l'on aurait autrement du mal à saisir. Pourquoi Ulpien se donne tant de mal pour réactiver la métaphore? Dans la perspective d'Ulpien, il s'agit avant tout d'expliquer. Il utilise donc la métaphore de manière illustrative, pour reprendre une catégorie proposée par Richard Brown dans son livre sur la poétique de la sociologie, la mise en lumière de métaphores répondant à des fins pédagogiques. Mais il l'utilise aussi comme modèle, une fois que nous avons saisi l'image de la conventio comme métaphore de la rencontre, de la présence de deux personnes dans un même lieu, comment résister à sa force et ne pas convenir de ce que dit Ulpien, que toute conventio est un accord. Je m'explique. Comment ne pas voir que l'idée même que la conventio produit des obligations ou les éteint est d'une certaine manière déjà implicite dans cette image de la rencontre. Après tout, si l'on arrive à un même endroit, on vient en contact, on se touche, et alors un lien est créé où l'on peut décider d'y mettre fin. Donc vous voyez, créer une obligation ou l'éteindre. C'est l'idée du contact, de convenire, qui implique déjà cette idée de la création ou de l'extension de ce lien qui se crée. Avec tout cela, nous comprenons d'où vient l'idée exprimée par la réforme du 2016. Relisons pour une dernière fois nos textes. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Ulpien, le mot convention est général, se référant à tout ce sur quoi ceux qui négocient consentent, en ce qui concerne la création, l'extension d'une relation. Car de même qu'on utilise le mot convenir pour indiquer le fait de ceux qui, partis de divers endroits, se réunissent et viennent dans le même lieu, de même on l'emploie pour désigner le fait de ceux qui, partant de différents mouvements de l'esprit, consentent sur la même chose, c'est-à-dire descendent à la même opinion. Alors, quel est le vrai défi dans tout ça? Alors, c'est de lire ces textes dans le bon ordre chronologique, quand le passé est si présent parmi nous, dans les textes du Code, dans ce cas, si immanent
Le risque est de lire le passé à la lumière du présent, de ne plus en saisir la spécificité, ou pire, de le considérer comme s'il n'était qu'une anticipation imparfaite du présent, une ombre rétrospective. C'est au contraire le présent qui en est le produit, ce qui se comprend mieux en réactivant le passé. Comme dans ce bas-relief, c'est le présent, le personnage debout, qui tire son vin du passé. Quittons la Conventio, c'est le deuxième texte que je souhaite vous présenter, et venons-en à ce dernier exemple, truffé de métaphores, mais qui sont moins visibles. Et j'aime bien ce qui est moins visible. Si auparavant il a été question de volonté qui bouge, maintenant il s'agira de droit en mouvement. C'est toujours Ulpien, le juriste, qui nous sert de guide. Non pas parce qu'il est le plus fertile en métaphores, mais parce qu'il est l'écrivain dont le digeste a conservé quantitativement le plus grand nombre de fragments. Il est donc courant que lorsque nous cherchons quelque chose, c'est dans un texte d'Ulpien que nous allons la retrouver, parce que effectivement, nous avons à disposition une quantité écrasante par rapport aux autres juristes de textes d'Ulpien. Lorsqu'on transfère la propriété, elle est transférée à celui qui la reçoit telle qu'elle était auprès de celui qui la livrait. Si le fond de terre était esclave, servant, il passe avec les servitudes. S'il était libre, comme il était. Et si par ailleurs des servitudes étaient dues au fonds qui a été transféré, il est transféré avec le droit des servitudes qui lui étaient dues. Si donc quelqu'un a dit que le fonds de terre était libre lorsqu'il était en train de le transférer, alors que le fonds était esclave, il ne retire rien du droit des servitudes concernant le fonds. Cependant, il se lie, il s'oblige lui-même et devra garantir ce qu'il a dit. Alors, le texte est structuré en deux parties, pour le bonheur des juristes. La première est une sorte de règle. Ulpien la reprend du juriste Sabinus. En effet, ce passage d'Ulpien est de la même manière que le précédent un commentaire d'un autre texte, mais dans le cas précédent, le texte sous-jacent était l'édit du prêteur, que j'avais mis en petite majuscule. Ici, il s'agit de l'œuvre d'un autre juriste, Sabinus. Alors, la première phrase est donc très probablement tirée de l'œuvre de ce juriste précédent, Sabinus, notamment de ses 3 livres sur le droit civil, que Sabinus a écrits dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, et qu'Ulpien commente au début du 3e siècle après Jésus-Christ. L'attention dont jouit l'œuvre de Sabinus sur la longue durée n'est pas à nous étonner. Sabinus était le chef du courant juridique qui porte son nom, les Sabiniens. Son prestige ne se discutait pas. D'autre part, le fait qu'Ulpien reprend en compte l'ouvrage de Sabinus pour le commenter est un symptôme, un phénomène, j'essaie d'expliquer, la littérarisation croissante de la jurisprudence romaine, en ce sens qu'avec le temps, parce que nous avons toujours l'idée que les juristes attendaient les clients chez eux, donc ils recevaient les particuliers qui leur posaient leurs questions et répondaient. Mais les juristes, au fil du temps, ils ont commencé à rédiger leurs commentaires, leurs livres, à partir des livres des juristes précédents. Donc quand je parle de littéralisation, j'entends ces phénomènes.
Donc ça devient une discipline vraiment qui dépend de l'écrit. Donc, cela a pour effet de produire une littérature qui croît, s'y développe sur elle-même, mais une littérature qui a aussi le mérite de maintenir la pensée juridique constamment en jour, parce qu'il y a toujours une relecture, une rediscussion de la littérature précédente, toujours plus raffinée, plus précise, et rendue accessible, comme cette littérature justement circulait dans des copies. Le droit, la réflexion des juristes était rendue accessible à tous les habitants de l'Empire. Alors, donc, dans cet effort, c'est un exemple d'un commentaire de l'ouvrage de Sabinus, dans ce passage particulier, Ulpien prend comme point de départ 7 règles posées par Sabinus, disons presque 2 siècles avant lui. Lorsqu'on transfère la propriété, elle est transférée à celui qui la reçoit telle qu'elle était auprès de celui qui la livrait. Alors, propos première vue assez clair, mais nous ne comprenons pas vraiment quelle est sa portée, pourquoi elle a de l'importance. Donc, élargissons le tableau. La règle concerne l'aliénation d'un fonds de terre. Bon, lorsqu'on transfère la propriété, si le fonds de terre, donc il est en train de penser, donc la règle est un peu en général, mais ensuite il parle de fonds de terre. Donc, le fonds de terre en droit romain, lorsque ce fonds était situé en Italie, rentrait dans la catégorie des res mancipi, c'est-à-dire des choses qui, pour être aliénées ou acquises, nécessitaient l'accomplissement de la mancipatio. Cet acte est décrit par Gaius dans les Institutes. Il donne l'exemple d'une mancipatio accomplie pour aliéner un esclave qui appartient lui aussi, donc les esclaves aussi, comme les fonds de terre en Italie, à la catégorie des res mancipi. La mancipatio est, dit Gaius, un simulacre de vente. Voici comment cela se passe. Doivent être présents au moins 5 témoins romains, pubères, et aussi une autre personne de la même condition, qui tient une balance d'airain et qui est appelé libripens, celui qui tient la balance. L'acquéreur dit « J'affirme que cet homme, donc l'acquéreur affirme, j'affirme que cet homme m'appartient selon le droit des Quirites, que celui-ci soit acheté par moi avec ce bronze et cette balance de bronze. Ensuite, l'acheteur frappe la balance avec une pièce de monnaie et donne cet argent au vendeur comme symbole du prix. Donc, vous avez compris l'appareil, il y a 5 témoins parce qu'il faut quand même qu'on puisse ensuite remémorer cet acte, très important parce que, par exemple, il y a l'aliénation d'un fonds de terre, donc l'acquéreur doit pouvoir, disons, appeler les personnes qui étaient présentes comme témoins, et il faut que ces témoins soient pubères, parce qu'ils doivent être mûrs pour voir, comprendre ce qui se passe. Il y a ce personnage, lui aussi citoyen romain pubère, qui doit peser l'argent, mais cet argent n'est pas vraiment pesé parce que on touche seulement, on fait résonner la balance par une touche de cette monnaie au petit bâton de bronze, et cet acte a son point d'orgue dans les mots que l'acquéreur prononce, et il dit notamment « j'affirme
que cet homme ou ce fond de terre m'appartient selon le droit des Quirites, le droit des Romains. De façon assez solennelle de nommer les droits des Romains. Alors, nous avons compris que Gaius appelle ça un simulacre de vente, justement parce qu'il n'y a pas vraiment de paiement du prix. On pourrait se demander mais comment ça peut se passer, un transfert de propriété sans paiement de prix. Oui. Le prix, normalement, était payé hors de ce cadre. Donc, il y avait un paiement du prix, mais pas dans ce cadre. Et pas toujours, il n'y avait pas toujours un paiement du prix, parce que la mancipatio avait comme effet de faire acquérir la propriété, disons, celui qui prononçait ces mots, et ça pourrait avoir beaucoup de mobiles différents. Par exemple, il pouvait s'agir d'une donation. Donc, il n'y avait pas de paiement du prix, parce que ce transfert de propriété était conçu à titre gratuit. Donc, il n'y avait pas paiement du prix. Donc, vous voyez, ce simulacre de vente pouvait servir à plusieurs objectifs. Mais son cœur était le fait de transférer la propriété sur la chose qui était visée. Arrêtons-nous sur le nom. Mancipatio vient de manu, ablatif, la main, capere, prendre. Prendre avec la main. Il s'agit d'une expression à la fois métaphorique et réelle. Métaphorique parce que manus est un symbole de pouvoir, mais aussi réel parce que, en fait, celui qui acquiert le bien, donc l'acheteur, tient la chose avec sa main. Du moins s'il s'agit d'une chose que l'on peut saisir avec la main. Métaphore, réalité se rejoignent dans cet acte. Mais ce qui est très important, ce sont les mots qu'il prononce. J'affirme que cet homme m'appartient selon le droit des Quirites. L'acheteur les prononce et c'est comme s'il était déjà propriétaire. Ce que l'acte montre, c'est l'affirmation de son pouvoir. Il a d'ailleurs saisi la chose avec sa main. Et donc c'est justement pour ça qu'il dit « cette chose est à moi », parce qu'il exerce déjà son pouvoir sur la chose. Cette prise de pouvoir n'est pas contrée par celui qui pourrait le faire, c'est-à-dire le précédent propriétaire, le vendeur, et cette prise de pouvoir est ensuite scellée par le symbole du paiement du prix, que celui-ci, cette chose, l'esclave ou le fonds, soit acheté par moi avec ce bronze et cette balance de bronze. Ce n'est qu'un symbole de prix, il faut le répéter, d'où la définition de simulacre de vente, mais qui en produit les effets. L'emancipatio constitue donc un acte statique et performatif dans lequel le pouvoir du nouveau propriétaire est créé au moment même où il est affirmé et la participation de l'autre partie est purement passive. Donc c'est un acte statique performatif. Or, presque à l'inverse, les Romains ont développé, on ne sait pas quand, une autre représentation dynamique selon laquelle la propriété se déplaçait, passait de l'un à l'autre. Non pas prise de pouvoir, mais passage de pouvoir. C'est justement la représentation que nous avons ici.
lorsqu'on transfère la propriété, dit Sabinus, elle est transférée à celui qui la reçoit telle qu'elle était auprès de celui qui l'a livrée. Donc, vous voyez ce mouvement, ce passage. Donc, par rapport à la Mancipatio, cette représentation de prise de pouvoir statique, performative, vous avez ici une sorte de dynamique, de passage, de collaboration, de transfert. Mais, si vous voulez, on peut aller un peu plus loin. Je sais que c'est compliqué, mais vous aimez le risque, et donc je ne veux pas vous décevoir aujourd'hui. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi Ulpien a évoqué cette règle. Et donc, on va aussi mieux comprendre la portée de cette règle, qui jusqu'ici semble être un peu, disons, un peu ornementale. Le problème spécifique auquel il s'intéresse, c'est le sort des droits de servitude qui grèvent le fonds de terre ou qui sont établis en faveur du fonds. Vous savez ce qu'est un droit de servitude. Je suis sûr que tous ceux qui ont eu affaire à une vente ou à un achat d'un appartement ont dû s'intéresser à ce côté de l'affaire. Donc, une servitude est un droit réel, dit-on, qui consiste en une charge imposée sur un immeuble, qualifié de fonds servant pour l'usage et l'utilité d'un immeuble, appelé fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. Alors, je ne m'attarde pas sur l'analyse de cette définition moderne. Vous avez déjà saisi les métaphores, mais comme ce sont les mêmes métaphores que nous allons retrouver dans le texte d'Ulpien, je ne vais pas m'étendre sur ces passages. Ajoutons seulement que si une servitude pèse sur un fonds, le propriétaire de ce fonds servant doit accepter de réduire ses prérogatives vis-à-vis du propriétaire du fonds dominant. Par exemple, le propriétaire du fonds servant doit tolérer le passage sur son terrain, accepter de construire un moins haut, supporter l'écoulement des eaux. Donc, c'est le genre de limitation des prérogatives propriétaires auxquelles est, disons, exposé le propriétaire d'un fonds sur lequel grève un droit de servitude. Sortons de cette dimension statique et normative où tout semble déjà résolu, car en effet, même si la proposition de Sabinus semble être une règle qui règle déjà tout, elle n'est que le point de départ d'un raisonnement. Car ce passage d'Ulpien répond à une question. Qu'advient-il, demande implicitement Ulpien, du droit de servitude lorsque le fonds servant, ou même le fonds dominant, est aliéné? Persiste-t-il ou disparaît-il? Nous pouvons nous poser cette question. Lorsque je vends ou j'achète un fonds sur lequel pèse un droit de servitude, est-ce que ce droit continue de gréver mon fonds ou il disparaît dans l'acte de transmission? On pourrait répondre à cette question, il demeure ou il disparaît. Donc il y aurait des arguments pour ou contre. Et donc, voyons comment Ulpien résout cette question. Après avoir relaté les propos de Sabinus
sur le transfert de propriété. Il poursuit, si le fonds de terre était esclave, donc si pesait sur lui une servitude, il passe avec les servitudes. S'il était libre, comme il était. Et si, par ailleurs, des servitudes étaient dues au fonds, donc le fonds qui était aliéné était un fonds dominant, pas le fonds servant, il est transféré avec les droits de servitude qui lui étaient dus. Alors, notons qu'ici, Ulpien, la première phrase, le propos de Sabinus parlait de propriété lorsqu'on transfère la propriété. Deuxième propos, si le fonds de terre est esclave. Donc il y a un passage de la propriété au fond de terre. Pourquoi Ulpien commence par la propriété? Justement, parce qu'il y a un problème auquel il doit répondre. C'est lui de définir quel est le périmètre, la condition juridique des pouvoirs qui reviendront au futur propriétaire. Cette réification à laquelle nous assistons dans cette première partie du texte, réification, la propriété transférée, donc la propriété, c'est, nous savons que la propriété c'est incorporel, c'est un concept, mais la propriété ici devient un objet qui est transféré. Alors, cette réification de la propriété, traitée tel un objet, permet à Ulpien de dégager une sorte de théorème. Lorsqu'un objet nous est transmis, c'est naturel, celui qui le reçoit tel qu'il était dans les mains de celui qui l'a livré. C'est un objet. Donc, si tu as un objet dans tes mains, tu me donnes cet objet, je reçois ce que tu avais dans tes mains. Parce qu'il y a cette réification de droit de propriété. Une fois la propriété idéalement transformée en objet, Sabinus et Ulpien, à sa suite, en tirent tout naturellement les conséquences. C'est comme un phénomène physique. La propriété passe de l'un à l'autre telle qu'elle était, avec ses limites, ses servitudes donc, s'il y en avait. Mais tout de suite après, comme je vous l'ai dit, la propriété est remplacée dans le discours d'Ulpien par ce sur quoi la propriété repose, c'est-à-dire le fond, la chose elle-même. Et là, alors que nous pensions sortir de la métaphore, parce qu'il évoque le fond de terre, donc ce n'est pas la propriété incorporelle qui est réifiée, c'est le fond de terre. Donc, nous pensons sortir de la métaphore pour entrer dans la réalité. Nous assistons à une métaphorisation encore plus forte. Le fond est défini par Ulpien comme esclave ou libre. Une caractéristique propre à la personne humaine et ainsi dévolue au fond, qui est ainsi personnifiée. Et comme nous venons de voir, cette personnification demeure à l'identique dans notre langage juridique contemporain. Donc, il y a la personnification du fond par rapport au droit de servitude. Donc, le droit de propriété dans le premier propos, qui est un concept, est réifié, et les fonds, qui est un objet, est personnifié. On s'en aperçoit à peine parce que c'est exactement la même façon dont aujourd'hui nous parlons de ces phénomènes. Donc, encore une fois, il faut toujours réveiller les métaphores qui dorment. Et j'espère qu'il n'y a pas de métaphores parmi vous. Ces métaphores sont maintenant lexicalisées.
Cela nous semble la façon normale de parler de ces phénomènes. C'est pourquoi il est intéressant de les remettre en lumière. Donc, en tant qu'esclave ou libre, le fond, tout naturellement, arrive dans cette même condition lorsqu'il passe, se déplace, pourrions-nous dire, du vendeur à l'acheteur. Encore une fois, donner un corps au concept sert à dégager un régime juridique. Donc, ce n'est pas seulement une façon de parler, de dire, de s'exprimer, c'est une façon de construire des objets par lesquels on arrive à des solutions. Le passage d'Ulpien, après avoir résolu le premier problème, en aborde un deuxième, vous voyez ici, deuxième partie du texte. Or, nous savons tous qu'il est fondamental, lorsque nous achetons une maison, par exemple, d'être bien informé s'il existe des servitudes sur celle-ci. Nous avons aussi intérêt à savoir s'il existe des servitudes actives qui nous permettent, par exemple, de passer tranquillement sur les terrains de notre voisin pour atteindre la route sans avoir à demander la permission à chaque fois. Donc, c'est un aspect pratique très important. Alors, Ulpien, on l'a bien vu, situe son discours au moment de l'émancipation du fonds. Pour développer la question, il imagine qu'à ces moments-là, le vendeur aliénateur a déclaré que le fonds est libre de servitude. Donc, au moment de l'emancipatio, il y avait la possibilité pour le vendeur de faire une déclaration qui s'est rajoutée à celle principale de l'acquéreur. Et donc, dans le cas imaginé par Ulpien, le vendeur a déclaré que le fonds était libre de servitude. Que se passe-t-il si, en revanche, il y a une servitude qui grève le fonds? Ulpien répond, si quelqu'un a dit que le fonds de terre était libre lorsqu'il était en train de le transférer, alors que le fonds était esclave, il ne retire rien du droit de servitude concernant le fonds. Donc, première partie de la réponse, le fait que le vendeur ait déclaré que le fonds était libre, contrairement à ce qu'il était, ne retire rien du droit de servitude concernant le fonds. J'imagine que Annès aurait dû être rajouté quelque part. La réponse d'Ulpien découle des deux règles précédentes, celle qui faisait du droit de propriété un objet et une personne en lui donnant un périmètre précis. Donc cette partie de la réponse découle des principes. Comme il s'agit d'un objet, et notamment le fonds est personnifié, c'est une personne qui se déplace de l'un à l'autre, elle garde sa physionomie, donc même si on fait des déclarations qui ne collent pas avec la physionomie de cette personne, qui se déplace de l'un à l'autre, cette personne ne change pas. L'effet, cependant, est que le vendeur, qui a fait des déclarations qui n'étaient pas conformes à la réalité, disons, à l'identité de cette personne, le fonds qui se déplaçait, le vendeur se lie, métaphore pour dire il s'oblige, c'est pour réactiver la métaphore, lui-même et devra garantir ce qu'il a dit. Donc ce n'est pas un effet, cela n'a pas d'incidence sur le droit, sur le régime du fonds, mais le vendeur aura une responsabilité. C'est comme si les vendeurs s'engageaient de ses mains. Ils se lient, ils s'obligent. Donc,
on pourrait se dire qu'il y a ici également une métaphore, parce qu'il se lie, mais il se lie par ces mots. Mais comme nous avons vu dans la séance précédente à propos de la manus injectio et l'exécution sur les débiteurs en faillite, on a bien vu que l'obligation, à un moment donné, se transformait dans une situation réelle d'emprisonnement, de soumission à des liens réels. Donc vous voyez le passage de la métaphore à la réalité dans l'idée d'obligation. En conclusion, nous avons vu aujourd'hui deux représentations différentes à l'œuvre. La plus ancienne, dans laquelle la propriété est conçue essentiellement de manière statique, comme une affirmation de pouvoir, et même l'emancipatio est vue presque entièrement comme un acte unilatéral accompli par celui qui s'affirme propriétaire et qui, pour cette raison même, devient propriétaire. Ulpien, en revanche, nous montre des droits qui bougent, qui sont presque des objets ou des personnes, dotés des caractéristiques propres, qui passent de l'un à l'autre en conservant ces caractéristiques. C'est justement le fait de conserver ces caractéristiques qui permet à Ulpien de résoudre le problème qui lui était posé de façon très logique. Oui, les juristes romains sont très logiques. Des historiens de droit médiéval par exemple, pourraient voir ici deux conceptions différentes en œuvre, deux conceptions différentes de société. Des anthropologues du droit pourraient faire des discours à partir de ces deux différentes conceptions. Alors, une conception plus conservatrice et fermée, dans laquelle le passage de la propriété est rare, c'est l'étape représentée par l'emancipatio. L'autre étape sociale, plus ouverte, imprégnée de relations d'échange. Et si c'était vrai, nous pourrions dire que l'intérêt de la métaphore du transfert est de nous aider à penser une société, un mouvement, à penser le droit comme des supports réels et virtuels pour des déplacements d'informations, de biens et de personnes. Et il n'est pas surprenant de constater que c'est aussi le langage utilisé par le Code civil dans un autre article qui parle cette fois-ci des contrats comme productifs des faits réels et qui dit, dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Et vous n'avez que donc, à substituer les mots par les mots latins. Donc, certains diront que c'est le reflet de la société moderne qui est orientée vers les échanges. À une vitesse de plus en plus frénétique, les choses changent de main et les droits sont aussi représentés comme des choses en mouvement. Mais, après tout, ne devrions-nous pas dire que plus qu'un reflet du monde moderne, ce vocabulaire est hérité du droit romain. Donc pourquoi y voir derrière une vision de la société moderne quand nous avons constaté la continuité directe
entre ce langage juridique et celui d'une société de l'Antiquité. Alors, pour mesurer à quel point nos idées sur les droits sont puissamment transportées par le langage que nous avons hérité des Roms, qui exerce une influence sur notre pensée d'autant plus forte qu'elle est silencieuse, sauf ici, véhiculée par des mots qui opèrent à notre insu, je veux conclure par un exemple encore plus noble, si c'est possible, de celui qui nous a offert le Code civil. Il m'a été suggéré par une étude de Victor Janin consacrée à un savant français du début du XXe siècle, très intéressant, Emmanuel Lévy, auteur qui citait à son tour une page d'Emmanuel Kant, tirée de la Métaphysique des mœurs, 1797, notamment sa partie sur la doctrine du droit, Einleitung in Rechtslehre. Voici donc la page de Kant que je vous lis. La transmission du mien par contrat, donc vous voyez que c'est exactement notre sujet, s'opère suivant la loi de la continuité. C'est-à-dire que la possession, il parle de possession pour des raisons que je n'explique pas, donc nous pouvons entendre propriété, mais bon, on parle de possession. C'est-à-dire que la possession de l'objet n'est pas un seul moment interrompu pendant la durée de cet acte, car autrement, j'acquérais un objet comme une chose qui n'aurait point de possesseur, et par conséquent, cette acquisition serait originaire, ce qui est contraire à l'idée de contrat. Mais cette continuité veut que ce ne soit pas l'un des deux contractants en particulier, mais leur volonté réunie qui transporte le mien de l'un à l'autre, de telle sorte que l'on ne peut considérer le promettant comme abandonnant d'abord sa possession au profit de l'autre ou renonçant à son droit, et l'autre comme survenant aussitôt ou bien réciproquement. La translation est donc un acte dans lequel l'objet appartient un moment à deux personnes ensemble. Il en est ici comme d'une pierre lancée dans l'espace. Lorsqu'elle est arrivée au sommet de sa course parabolique, elle peut être considérée un moment comme s'élevant et tombant tout à la fois. Et elle passe ainsi, sans discontinuité du mouvement, de l'ascension à celui de la chute. Alors, vous avez bien compris, dans cette page figurent les deux idées que nous avons étudiées aujourd'hui, celle de conventio, de contrat, en tant que rencontre des volontés, et celle de transfert, passage. Les métaphores de Kant sont celles d'Ulpien. Kant ne fait que le développer car un philosophe a plus de liberté qu'un juriste, et la belle image de la pierre qui appartient en son point le plus haut au mouvement d'ascension à celui de chute n'est qu'une manière de dire que la propriété est un objet. Pour nous, c'est une manière de comprendre pourquoi l'étude du droit romain permet de mieux comprendre la culture européenne. Je vous remercie.